Bruxelles, siège des institutions européennes, mais aussi seconde capitale mondiale du lobbying après Washington. Ici, 20 000 lobbyistes et 2500 organisations défendent leurs intérêts auprès des décideurs européens. La grande majorité est au service des géants de l'industrie dont Nestlé fait partie. Martin Pigeon travaille pour une ONG qui surveille les dérives des groupes de pression. Le quartier des lobbyistes de Bruxelles n'a pas de secret pour lui. Ici, on se trouve devant Food and Drink Europe, qui est donc le principal lobby de l'industrie agroalimentaire en Europe. Tous les grands noms sont représentés par eux. Vous avez Nestlé évidemment, mais également Kraft Foods, Danone, Unilever, tous les grands noms de l'industrie agroalimentaire. Nestlé est également représenté par Céréales au 5e étage, qui représente en fait les céréales du petit déjeuner, qui elles aussi ont un lobby. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont ici? Il faut savoir qu'ici on est à la frontière en fait, du quartier européen et on est surtout juste à côté de le bâtiment gris là, qui se trouve au fond, qui est en fait le département de la Commission qui a en charge l'élaboration des lois pour le secteur agroalimentaire. Donc c'est très stratégique pour l'industrie d'avoir déménagé ici. Une proximité qui facilite les échanges directs et les rencontres informelles. Mais Food Drink Europe est loin d'être le seul canal d'influence de Nestlé dans la capitale belge. Nestlé, c'est simple, ils font partie de tout. Par exemple, si je prends un nom au hasard, l'association pour la confection, pour la biscuiterie, pour le chocolat, pour le cacao, Culinaria, les restaurants, les plats préparés, l'association des produits laitiers, l'association du commerce des produits laitiers. Et ce n'est pas tout. Dans le registre de transparence du Parlement européen, Nestlé affiche un réseau impressionnant, une myriade d'associations et de think tanks, tous en rapport bien sûr avec ses domaines d'activité. En 2011, le lobby agroalimentaire a remporté l'une de ses plus importantes batailles. À l'époque, le Parlement européen doit voter l'adoption d'un nouveau système d'étiquetage destiné aux produits alimentaires. Face à l'industrie se dresse une fédération d'associations de consommateurs européens qui milite pour un système d'étiquetage dit des feux tricolores. Ça permettra aux consommateurs de très rapidement comprendre si un aliment est riche ou non en sucre, en sel et en matière grasse. Donc pour nous, ça c'est vraiment essentiel pour permettre aux consommateurs de faire des choix sains, s'ils le souhaitent, en un clin d'œil. Malheureusement, notre système de feu tricolore n'a pas été accepté par le Parlement européen, qui a plutôt opté, sous la pression de l'industrie agroalimentaire, pour ce système-là. Vous voyez, c'est un système avec des pourcentages, avec des indications en poids. Et quand vous le lisez, le commun des mortels voit bien que c'est inodore, incolore, insipide, incompréhensible. Ça a été vraiment un combat terrible parce que c'était vraiment du lobby très puissant et il faut dire que l'industrie agroalimentaire a sorti la grosse artillerie. Elle a vraiment mené une campagne parfois de désinformation des députés européens. Par exemple, le fait de prétendre qu'avec le feu tricolore, nous allons amener des carences alimentaires parce que les gens vont manger trop de légumes et trop de fruits. Et donc ça, ce sont vraiment des arguments qui ne peuvent pas tenir la route quand on réfléchit un petit peu. D'après l'ONG CEO, l'industrie a dépensé 1 milliard d'euros pour faire capoter les feux tricolores et promouvoir son système. Invitations à déjeuner, campagnes d'information, envoi massif d'emails, tous les moyens ont été utilisés pour inciter à bien voter. L'Allemande, Renate Sommer, rapporteure du projet, était contre le système des feux tricolores, qu'elle trouvait pénalisant pour les petites entreprises. Elle reconnaît avoir été en contact avec les lobbies de tous bords, mais par pure nécessité d'après elle. On travaille toute l'année sur des dossiers très différents et la Commission européenne ou le Parlement ne nous donne aucun moyen pour nous informer. Il n'y a pas ici de service d'experts scientifiques comme au Parlement allemand par exemple. Aussi, on doit collecter les données dont on a besoin par nous-mêmes. Les lobbies sont très utiles pour ça, mais ils peuvent aussi être mal utilisés. Pas facile en effet pour les députés de se faire leur propre opinion devant la disproportion des moyens en présence. Les chiffres qui sont généralement avancés, c'est que pour un lobbyiste consumériste, il y a 100 lobbyistes de l'industrie. Et rien que dans le domaine agroalimentaire, nous avons ici dans notre équipe 2 lobbyistes, tandis que rien que l'industrie européenne, donc Food Drink Europe, qui est la fédération des industries européennes de l'agroalimentaire, elle en compte 20, auxquels s'ajoutent bien sûr les lobbyistes des entreprises individuelles qui ont aussi des bureaux ici à Bruxelles. Donc ça fait quand même pas mal de monde et il est clair que ce volume, cette masse permet bien sûr d'avoir une masse critique beaucoup plus importante auprès des décideurs. De quoi s'interroger quand on sait qu'un tiers des lois qui nous gouvernent proviennent des décisions prises par les institutions européennes.